Bonsoir à toutes et à tous. On est content. On se retrouve avec le cours de Georges Spira. Et il faut dire la vérité que gros changement ce soir, hein. Déjà, c'est pas à l'heure habituelle. Déjà, ça fait plus de 2 semaines. On est mercredi soir. Et puis en plus, tu veux nous parler d'un autre sujet, puisque je crois que tu as annoncé que tu nous parles des pirates juifs des Caraïbes. Bechavot, Georges. Exactement. Merci beaucoup, Johan. Alors, bonsoir à tout le monde. Ça y est, Pessah est terminé. On a eu hier une journée chargée d'émotions. La semaine prochaine aussi. Beaucoup de choses se passent après Pessah et je suis vraiment content qu'on se retrouve ce soir et on va parler d'un nouveau sujet. Mais avant, je voudrais faire deux annonces. Une qui me fait très plaisir, l'autre plus difficile. D'abord, nos amis Régine et Francis Marx vont fiancer une petite fille, donc Mazel Tov à eux. Ils ne sont pas là ce soir parce qu'ils sont très loin, mais je sais qu'ils nous écoutent peut-être. Et puis par ailleurs, on déplore le décès du frère cadet de Nicolas Hayon, à laquelle je présente mes condoléances ainsi que celles de tout notre groupe. Voilà, c'est les ans, les âges, et ce sont des choses qui peuvent se produire. Alors ce soir, il n'y a pas de résumé pour la bonne raison qu'on commence effectivement un nouveau chapitre. Et alors je voudrais commencer avec quelque chose qui m'a été transmis ce soir, donc c'est tout frais. J'ai vu le discours de Rav Meir Lau, vous savez tout ce qui est Rav Meir Lau, a fait un discours à Auschwitz et il a dit qu'il avait repéré, quand il était déporté, dans une cellule, des lettres gravées avec les ongles sur le mur. Les lettres, c'était Nun Vav Kuf Mem Ain, Nekum en yiddish, Nekama en hébreu, qui veut dire vengeance. Et Rav Lau a dit oui, mais moi, me venger, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne peux pas tuer quelqu'un comme ça. Je ne peux pas jeter des pierres. Mais notre vengeance, c'est notre pays, c'est la renaissance du peuple, la renaissance d'Eretz Israël. Et ça, c'est notre vengeance sur les événements terribles de la Shoah. Eh bien, je vais commencer un chapitre là, les pirates juifs des Caraïbes. C'est aussi une histoire de vengeance, mais alors ils n'ont pas la hauteur de vue, l'énorme, l'immense spiritualité de Rav Meir Lau. Là, il s'agit vraiment de vengeance physique. Ça, c'est l'histoire des pirates juifs des Caraïbes. Et donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec, avec 1643. 1643, un amiral anglais, l'amiral William Jackson, débarque à la Jamaïque, une île espagnole. Donc, lui, il est anglais. La Jamaïque est une île espagnole et il vient pour la conquérir. On reviendra évidemment sur cet événement tout à l'heure. Mais, surprise, l'île est totalement déserte, à l'exception, et je le cite, de divers Portugais issus de la nation hébraïque venus pour solliciter notre protection, en échange de quoi ils nous promettent de nous montrer où les Espagnols ont caché leur trésor. Voilà. Donc, il arrive, il n'y a personne. Il n'y a que quelques Juifs qui se promènent ici et qui disent, oui, tu nous aides et nous, on te montre le trésor des Espagnols, parce que toute l'histoire de la conquête des conquistadors après Christophe Colomb, c'est capter les richesses des Incas et des Aztèques. Voilà. Alors, question, qu'est-ce que font des Juifs portugais sur une île espagnole à demander la protection d'un amiral anglais? On est presque dans le Conseil de l'Europe, là, hein, ou pratiquement. Alors, en fait, jusqu'en 1655, qui est l'année de la conquête de la Jamaïque par les Anglais, l'île avait appartenu à la famille de Christophe Colomb. Tiens, on remonte très loin, là. Christophe Colomb, Christophe Colomb et sa famille avaient offert asile à la Jamaïque aux Juifs poursuivis par l'Inquisition. Voilà. Et d'ailleurs, je vous fais un préambule, là, évidemment, on va détailler tout ça. Le président de la Jamaïque
en 1960, donc époque tout à fait contemporaine, Sir Neville Aschenheim prétend, et il n'est pas le seul d'ailleurs, que Christophe Colomb était en fait un maran, conversos, il était né à Gênes, c'est pas très clair, on ne sait pas exactement, mais enfin bon, il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens dans la vie de Christophe Colomb, notamment ses écrits. Il y a beaucoup d'écrits ou de cartes qui sont annotés avec des termes en hébreu. Donc il dit que Christophe Colomb était probablement juif et que l'arbre généalogique des Juifs de Jamaïque remonte au tout début des premiers immigrants dans le Nouveau Monde. Alors, ces Juifs sont d'incroyables aventuriers. Vous imaginez, on est là au XVe siècle, début du XVIe. Ce sont des explorateurs, ce sont des conquistadors, ce sont des cow-boys et ce sont des pirates. Ah, alors une drôle d'histoire. Alors voilà. Alors, ce sont des pirates d'un genre un peu particulier. Alors que les conquistadors espagnols, portugais sont venus dans la région pour conquérir les empires aztèques et incas et surtout trouver de l'or et la gloire en conquérant de nouveaux territoires, ces juifs clandestins qui pratiquaient leur religion en secret, parce que ce sont des conversos, ce sont des juifs cachés, cherchent essentiellement à échapper au bûcher de l'Inquisition. Bûcher de l'Inquisition au XVIe siècle, en Amérique centrale, c'est quelque chose d'incroyable. On va voir comment ça arrive. Et en fait, l'aventure, elle commence… Oui, j'ai dit. L'aventure commence avec Christophe Colomb et des Juifs nouveaux chrétiens, donc des conversos, des Juifs nouveaux chrétiens portugais qui embarquent dans l'une ou l'autre des expéditions de Christophe Colomb. Alors, il faut préciser pourquoi je dis Juifs portugais, parce que, à l'inverse de l'Espagne, le Portugal n'exige pas encore d'apporter la preuve pour embarquer sur un bateau de la pureté du sang. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Les Espagnols l'exigent, mais pas les Portugais. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Portugal? En 1497, Manuel Ier, roi du Portugal, veut épouser la fille d'Isabelle la catholique. Vous savez, cette presque sainte que le Vatican a voulu canoniser, mais devant la levée de boucliers de différents organismes juifs et pas seulement, il a été obligé de reculer parce que Isabelle la catholique, ce n'est pas franchement une sainte, pas plus d'ailleurs que son mari Philippe d'Aragon. Alors, le roi du Portugal, Manuel Ier, veut épouser la fille d'Isabelle la catholique, mais il y a une condition, il faut qu'il expulse les Juifs du Portugal. Ah oui, mais ça n'arrange pas. Parce que les Juifs du Portugal, ils tiennent carrément l'économie du pays, c'est grâce aux Juifs que le Portugal se porte bien, donc il ne veut pas les chasser. Alors, il y a une seule solution, c'est la conversion en bloc. Et donc, tous ces Juifs, ah non, pas tous, une grande partie de ces Juifs vont devenir des conversos, des Juifs convertis de force. Alors, dans le Nouveau Monde, c'est-à-dire l'Amérique, les Juifs sont prospères, les Juifs qui sont là-bas, et ils sont prospères tant qu'ils ne sont pas démasqués par l'Inquisition. Ils étaient ce qu'on appelle, ce sont des conversos, ça nous l'avons vu, mais ce sont aussi des esperandos. Esperandos, c'est-à-dire des gens qui attendent la venue de Mashiach, des gens dans l'espoir, dans l'attente d'une délivrance définitive. Ce sont de brillants navigateurs, nous le reverrons aussi, et ils investissent dans le commerce international parce que, avec les conquistadors, la surface du globe, la surface connue, a doublé. Donc, des réseaux vont se mettre en place de commerce international. Tant qu'ils se disaient chrétiens et qu'ils livraient en temps et en heure la marchandise qu'on leur demandait, on ne leur cherchait pas trop des poux dans les cheveux, on les embêtait pas trop, on laissait faire, on savait à peu près, mais on fermait les yeux, on ne leur créait pas trop de problèmes. Et ils vont faire beaucoup de choses, ce sont des gens très entreprenants, ils vont développer les premières plantations
sucrière à grande échelle. C'est une région de production de sucre par la canne, Ah, vous le savez. Ils ah, vont mais il y a des développer. petits livres. Ah, bien. Oui, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, voudra bien le fermer s'il vous plaît. Ils vont développer la culture des céréales, le café, le thé, le tabac et entreront dans les négoces de l'argent, des pierres précieuses et de l'or. Leurs partenaires commerciaux tout à fait naturels sont les conversos de l'île de la péninsule ibérique, Portugal ou Espagne. Il y a un langage commun, évidemment. Tout le trafic qui vient du Nouveau Monde passe par Séville et par Lisbonne. Et tout au long du XVIe siècle, ce commerce va être extrêmement profitable aux deux parties. Le roi, de son côté, a besoin des Juifs pour les transactions, parce que ce sont des gens habiles en commerce, et les Juifs ont besoin du roi pour tenir l'Inquisition à distance autant que faire se peut. Vraiment, voilà, une fois que les réseaux commerciaux étaient installés, mis en place, sur pied, eh bien, les Juifs seront tout simplement sacrifiés sur l'autel de l'Inquisition pour toutes sortes de raisons économiques que je développerai au fur et à mesure. L'Inquisition s'installe en Espagne en 1480 et elle s'installe au Portugal en 1536. Et sa principale fonction est de traquer les hérétiques, donc notamment les conversos, ces juifs qui judaïsent en secret. Alors on fait appel à l'Inquisition pour purifier la région du Nouveau Monde des infidèles. Ah, il y a de l'argent à faire. Il faut quand même savoir que l'Inquisition, mais j'y reviendrai, elle est motivée au départ par un fanatisme religieux, mais également par le souci du profit, tant pour le roi que pour l'Inquisition. D'ailleurs, l'Inquisition en Espagne s'est installée sous l'autorité royale contre l'avis du pape. Et il y a eu une très forte crise à cette époque-là. Vous l'avez raconté quand on a raconté l'histoire de l'Espagne. Donc, il y a un intérêt financier dans cette histoire-là, et vous allez voir à plusieurs reprises comment ça se passe. Donc, l'Inquisition vient pour purifier la région des infidèles. Les chefs de la communauté conversos et les marchands juifs sont tout simplement brûlés vifs, c'est tout simple, et leurs biens sont distribués aux chrétiens qui feront main basse sur le négoce qui avait été installé, sur les réseaux de commerce qui avaient été installés par les Juifs. Alors ça se passe au Pérou et au Mexique. Et les Juifs des régions avoisinantes, parce qu'il y a des Juifs, des communautés dans tous ces pays d'Amérique latine, déjà vers le milieu du XVIe siècle, très tôt, et dans les îles, évidemment, les grandes Antilles, les petites Antilles, Cuba, la Jamaïque. Ah, la Jamaïque, c'est un autre problème, on y viendra longuement tout à l'heure. En tout cas, dans toutes les colonies juives voisines, on comprend que la survie, colonies juives, je répète, cachées, ce sont des conversos. On comprend que leur survie ne dépend pas de leurs moyens financiers, mais surtout de la découverte d'un habitat, d'un havre de paix, d'une région, d'un pays où l'Inquisition ne pourra pas les poursuivre. Or, nous sommes dans une période de conquête à l'époque, je vous le rappelle. Voilà, alors, c'est le seul moyen s'en sortir, c'est d'être hors de portée de l'Inquisition. Ils sont totalement incapables, ces gens, d'assurer eux-mêmes leur défense. Ils ne sont pas faits pour ça. Ils sont d'abord quand même pas tellement nombreux, et puis c'est pas leur métier, c'est pas leur profession. Alors, ils vont contacter la Hollande et l'Angleterre. Et ils vont s'entendre avec eux pour s'emparer d'une nouvelle colonie. On va tâcher de conquérir une terre. Alors, il y a un monsieur dont je vous reparlerai évidemment, on est dans le préambule là, qui s'appelle Samuel Palache. Samuel Palache, c'est un rabbin pirate. C'est quand même assez bizarre. Rabbin pirate, lui et quelques juifs hollandais prennent l'initiative. Toute l'Europe à l'époque est fermée aux juifs, à l'exception d'Amsterdam,
qui est accueillante aux Juifs. D'ailleurs, plus tard, à un autre moment, pas dans ce cours-là, je vous parlerai de Dona Grazia qui a passé par Amsterdam justement parce que c'était une terre d'accueil. Donc Amsterdam est la seule ville où les Juifs peuvent se réfugier. Et il y a un noyau dans cette communauté d'Amsterdam d'une cinquantaine de familles à la fin du XVIe siècle déjà. Donc vers 1580, quelque chose par là, on a un noyau très solide de 50 familles juives installées à Amsterdam qui sont tous des conversos, tous, soit d'Espagne, soit du Portugal. C'est une élite commerçante, évidemment, avec des réseaux. Et elle est intégralement, c'est ce que je viens de vous dire, issue de l'Espagne ou du Portugal de l'Inquisition. Alors Palache, c'est un personnage très haut en couleur, c'est un pirate vigoureux, il partait encore à l'abordage à l'âge de 60 ans, c'est vous dire si c'était un personnage assez fascinant. Il partait à l'abordage des bateaux espagnols exclusivement. C'est très important de le noter. Les pirates juifs ne vont jamais attaquer un bateau français ou anglais, ils n'attaqueront que les bateaux espagnols et c'est une véritable volonté de vengeance. C'est pour ça que je commençais avec le Rav Lau tout à l'heure, qui avait une vengeance spirituelle de très grande élévation. Là, on est dans une vengeance vraiment réelle et concrète. Et ce rabbin Palache, après les abordages, il assurait chez lui à la maison les offices religieux. C'est un rabbin avant tout. Le but de cette génération, milieu du XVIe siècle, il est clair. C'est abattre l'empire espagnol, si besoin, avec l'aide des armées hollandaises et anglaises. Ça, c'est l'histoire des pirates juifs des Caraïbes et j'ai à peu près fini mon introduction. Maintenant, avant d'aller plus loin, je voudrais faire deux précisions. D'abord, une précision géographique. Je ne doute pas de vos compétences en géographie. Tout le monde sait où se situent les Caraïbes, mais je voudrais quand même le préciser avec une carte. Et alors, figurez-vous, j'ai 2 ou 3 atlas à la maison, assez récents. J'ai cherché la carte et j'ai trouvé la meilleure carte sur l'atlas de mon père qui date de 1905. C'est un atlas en allemand, mais il y a une très très bonne carte qui nous montre ce que sont les Caraïbes. Alors, j'espère que vous allez pouvoir voir. Voilà. Alors, les Caraïbes, vous avez l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, ici, et les Caraïbes, c'est toutes ces îles ici. Alors, il y a Cuba, il y a tout un chapelet d'îles ici que vous connaissez par le nom, Saint-Barthélemy, Sainte-Lucie, la Guadeloupe, la Martinique, etc. Tout ça, ce sont des toutes petites îles ici. Et là, vous avez une île, ici, ça c'est la Jamaïque. En face, nous avons le Mexique, Nicaragua, Panama, et puis tous les pays d'Amérique du Sud. Voilà la Jamaïque, très très importante, et c'est la mer la mer des Caraïbes, tout simplement. J'ai peut-être encore une autre carte à vous montrer. Ça, les choses seront bien situées un instant. Voilà. Nous avons là l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, là vous avez Miami ici. Là vous avez toutes ces îles, ce chapelet d'îles ici. Et c'est ça la mer des Caraïbes. Et toute cette histoire se passe entre ici et les pays d'Amérique du Sud qui viennent après. Voilà, ça c'est pour la situation géographique, mais vous connaissez tous votre atlas, donc je ne m'étendrai pas là-dessus. La deuxième chose que je voudrais avant de commencer, c'est assurer quelques définitions. Qu'est-ce que c'est que les boucaniers? Un terme que vous connaissez. Alors les boucaniers, ce sont des habitants des Antilles
qui font fumer de la viande de bœuf sauvage. Et par extension, ce sont des pirates. Ça, c'est pour les boucaniers. Les pirates, je n'ai pas besoin de vous raconter ce que c'est, ce sont des bandits, tout simplement, qui parcourent les mers pour piller les navires de commerce. Et il y a les flibustiers. Alors, les flibustiers, ben, ça n'est rien d'autre que la traduction en flamand, c'est flibuster, quelque chose comme ça, du mot pirate. Donc, les flibustiers ne sont jamais rien d'autre que des pirates. Et il reste les corsaires. Alors, le corsaire, c'est d'abord un navire rapide, armé d'un équipage. Mais c'est un équipage avec un commandant qu'on appelle le corsaire aussi. Et c'est un équipage qui est chargé par un roi d'attaquer les bateaux commerciaux d'une nation ennemie. Donc, il y a une nuance juridique là-dedans. Il est chargé par le gouvernement de capturer des bateaux de commerce. Ça se passe du 15e au 19e siècle, c'est très long cette histoire-là. Et ensuite, le roi et le capitaine du bateau vont se partager le butin. La différence, c'est que, théoriquement, un pirate, flibustier ou un boucanier, peu importe, sont des gens passibles de justice dans n'importe quel pays au monde, parce qu'ils ne sont mandatés par personne. Un corsaire est passible de justice aussi dans tous les pays, sauf celui qui l'a mandaté. Le roi de France a eu des corsaires qui étaient mandatés pour piller les bateaux anglais. Il y a eu beaucoup d'histoires là-dessus. C'est l'histoire de Saint-Malo, c'est les belles maisons de Saint-Malo qui appartenaient à des corsaires. J'ai plein d'histoires à raconter là-dessus, mais ce n'est pas l'objet du cours. Donc voilà. Et nos Juifs, eux, ce sont des pirates, tout simplement. Ce sont des pirates. Ce sont donc des gens illégaux. Voilà. Donc on a vu la carte, on a vu les définitions, et maintenant je voudrais faire un rapide rappel de l'histoire. Évidemment, je ne vais pas vous la faire en détail parce qu'on l'a tous apprise ensemble pendant un an et demi, l'histoire des Juifs d'Espagne, mais quand même un petit rappel pour mettre les choses en place. Pendant que Christophe Colomb met les voiles pour aller vers le Nouveau Monde, ou le découvrir en tout cas, le 2 août 1492, l'Espagne procède à un véritable nettoyage ethnique et il se met en place suite au décret de l'Alhambra qui décide d'expulser 150 000 Juifs d'Espagne. Ceux qui sont restés sur place se sont convertis, beaucoup d'entre eux en tout cas, et ce sera d'ailleurs la même situation au Portugal 2 ans plus tard. Voilà. Savoir que c'est une catastrophe absolument majeure. C'est la plus grande catastrophe. Il y a les khourbans des temples, évidemment. Il y a l'expulsion des Juifs d'Espagne. Et ensuite, il y a la Shoah. C'est une catastrophe absolument majeure. Il y a aussi les massacres de Chmielnitski. Ils sont du même niveau que cette catastrophe espagnole. Alors, les Juifs sont présents en Espagne probablement depuis le roi Salomon, donc très vieux, mais ce qui est certain en tout cas, après la destruction du deuxième temple, on trouve des Juifs installés le long des côtes en Espagne et à la fin du XIVe siècle, les Juifs séfarades, c'est-à-dire les Juifs d'Espagne, sont environ 500 000 personnes. C'est un très gros chiffre et ça représente la moitié de la communauté juive d'Europe. 500 000 Juifs en Espagne à la fin du XIVe siècle. Voilà. Et puis, le 7 juin 1391, à Séville, la populace, excitée par un archiprêtre qui s'appelle Fernand Martinez, massacre 4000 hommes, femmes, enfants en 1391. Simplement, schématiquement pour retenir, l'expulsion des Juifs d'Espagne est l'aboutissement d'un siècle, 1391-1492, d'un siècle d'exactions, de pogroms et de misère pour les Juifs d'Espagne. C'est le premier acte, Séville, d'une série de pogroms en Castille, en Aragon, à Barcelone, à Majorque. Ça se passe toujours avec le même cri, le baptême ou la mort. C'est en bonne charité chrétienne, évidemment. Cette période
de 1391-1492 entraînera l'assassinat de 100 000 Juifs d'Espagne. Donc 20% de la population est déjà exterminée en 1492. Alors évidemment, au fur et à mesure du déroulé de ces événements, de plus en plus de Juifs vont se convertir. Ce sera aussi une période où environ, on n'a pas de chiffre exact évidemment, mais environ 100 000 Juifs vont abjurer et se convertir au christianisme. C'est ce qu'on appelle les conversos. Pas tous d'ailleurs, parce que conversos, ce sont des chrétiens qui, dans leur fort intérieur, sont restés juifs. Il y a aussi des juifs qui se sont convertis et qui sont devenus tout simplement de bons chrétiens. Il y a eu ça aussi. Alors, donc une très forte vague de conversion, et une fois que cette année 1391 est passée, les 300 000 juifs qui restent, qui survivent, vont tenter de reprendre le cours d'une vie à peu près normale. Seulement, pendant tout le XVe siècle, c'est-à-dire de 1391 à 1492, deux groupes vont coexister. D'une part, les Juifs fidèles, discriminés, soumis à toutes sortes d'interdits qui les isolent progressivement du peuple espagnol, du reste de la population, et ces interdits ont été formulés et formalisés dans ce qu'on a appelé les statuts de Valladolid en 1412. De l'autre côté, nous avons environ 100 000 conversos, dont certains vont accéder à de très grandes situations dans les universités, dans les conseils municipaux, comme entrepreneurs. Certains feront même de très, très brillants mariages. Ils feront également carrière dans l'Église et dans l'armée. Alors, le problème, c'est que le problème, c'est que si ces Juifs se sont convertis, ils ne sont pas devenus plus bêtes pour autant. Et donc, ils trustent les postes. Et ça va provoquer des jalousies. Ah oui, mais ce sont des chrétiens, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on commence à réfléchir. Et alors, ces baptêmes, plutôt plus que moins forcés, risquent quand même d'amener de l'hérésie dans l'Église. Ben voilà, ça va être ça la solution. Alors, ils vont apparaître, ces crypto-juifs, ces conversos, comme pas très sincères dans leur foi chrétienne, et de conversos, on va les qualifier de marranos, des marranes. Or, le terme de marrane est extrêmement péjoratif, ça signifie des maudits, des porcs. Donc, je n'aime pas utiliser ce terme parce qu'il est vraiment très, très vulgaire, et nous continuerons de parler de conversos. Mais voilà, de conversos, ils deviennent des marranos. Oui, mais ils sont toujours chrétiens. Et ces marranos ont usurpé littéralement les postes et les situations qui auraient dû normalement revenir à une société espagnole de vieilles souches chrétiennes. Comment est-ce qu'on va régler le problème? Alors, on va trouver la solution. Dans la deuxième moitié du XVe siècle, vers 1457, je crois, on édicte la doctrine de limpieza de sangre, la pureté du sang. La pureté du sang, ça veut dire qu'on est descendant de familles chrétiennes de génération en génération. Et si on est un nouveau chrétien, on n'a pas le sang pur. Et du coup, la haine religieuse qui s'exprimait contre les Juifs, qui ne peut plus s'exprimer contre les chrétiens, ça devient une haine raciale. Ces nouveaux convertis, ces nouveaux chrétiens, ces conversos, ne sont pas de la même race que les vrais chrétiens. Ah, ce n'est pas des Juifs, hein? Non, non, non. C'est une autre race, c'est une haine raciale. Et on a trouvé donc la solution pour se débarrasser de ces soi-disant faux Juifs. Et du coup, fin du XVe siècle, va naître la sainte, entre guillemets, Inquisition, d'abord en Castille, en 1478, puis sous l'autorité royale, ce que je vous ai dit tout à l'heure, en 1480, contre l'avis du pape, mais avec la protection du roi. Le bûcher, qui est symbolique de l'Inquisition,
n'est rien d'autre qu'une évocation du jugement dernier chrétien. Les mauvais chrétiens finiront dans l'enfer, dans un bûcher, vous le savez. Et en 1482, le confesseur de la reine, Torquemada, est chargé de traquer l'hérésie. Torquemada va régner pendant 18 ans, jusqu'en 1500. Et pendant son règne, il a personnellement condamné 9000 juifs au bûcher et il a fait exhumer 7000 dépouilles de conversos accusés d'hérésie et qu'il a aussi fait brûler. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'aller déterrer un mort pour le brûler? C'est vraiment pas une punition. Ah, oui, mais là, il y a quelque chose d'intéressant. À partir du moment où on exhume un converso soi-disant hérétique qui est déjà mort et qu'on le brûle, ça veut dire que ses biens reviennent à l'Inquisition et à la couronne. Donc là, on n'est plus du tout dans la défense de la Sainte Église, mais vraiment dans une entreprise de pillage des biens des Juifs, vivants ou morts. Voilà. Ça, c'est l'histoire des dépouilles qu'on brûle. De cette manière, on fait main basse sur tous les biens de la famille. Alors, la délation, c'est le corollaire, devient institutionnalisé, évidemment. Un bon chrétien va dire à l'Inquisition, ouais, moi j'ai un voisin, vous savez, je sais qu'il fait kippour ou qu'il sale la viande, et on fait une descente, et le voisin qui a dénoncé reçoit une récompense de l'Inquisition. Mais pas seulement une récompense, il se fait bien voir de l'Inquisition, et vous allez voir tout de suite pourquoi. Alors, quand on arrête les gens, ceux qui avouent qu'ils judaïsaient en cachette sont emprisonnés et ils perdent tous leurs biens. Bon, au moins, ils restent en vie. Ceux qui ne le reconnaissent pas, qui ne l'avouent pas, sont tout simplement brûlés vifs en place publique. Et il résulte de cette attitude de l'Inquisition une terreur épouvantable dans la population espagnole, juive, conversos ou même chrétienne. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il est intéressant de se faire bien voir par l'Inquisition, y compris quand on est un chrétien. Cette terreur est telle que Torquemada ne se déplaçait jamais que entouré de 200 gardes armés et de 50 cavaliers. Il se savait menacé. C'est un type dangereux, c'est pas seulement un brigand, c'est un tortionnaire, c'est un personnage absolument abject. Et voilà, et c'est dans ce contexte de peur, de terreur, que se déroule l'exode de 150 000 Juifs qui vont être expulsés d'Espagne, une des pires épreuves qu'on ait jamais eues. Dites-vous bien, ils ont été expulsés Tisha B'Av, donc on a reculé de 24 heures. En plein été, en Espagne, on leur a tout pris, ils n'ont plus rien. Ils traversent une Espagne qui est chauffée à blanc par le soleil, ils sont attaqués en cours de route par des bandits, et ils marchent sur des centaines de kilomètres pour arriver à rejoindre soit des ports, soit le Portugal. Une affaire absolument atroce. Alors, une partie d'entre eux vont embarquer pour l'Afrique du Nord, ça nous en avons largement parlé quand on a parlé des Juifs du Maghreb, et ils vont apporter un regain d'énergie aux Juifs du Maroc, précisément. Beaucoup d'entre eux vont périr en mer, et pas mal d'entre eux vont être également vendus comme esclaves. D'autres Juifs partiront vers le Portugal, nous l'avons vu, ou 1 an ou 2 ans après, ils subiront une nouvelle épreuve, et d'autres encore vont partir où ils peuvent. Et pas facile de s'échapper. Alors, où est-ce qu'ils pouvaient aller? Il y a un bon exemple. Il y a une destination très intéressante, pas très connue encore, ça s'appelle les Indes occidentales. Les Indes occidentales est un terme qui est encore utilisé aujourd'hui dans le Commonwealth. Ça n'est rien d'autre que les Antilles et l'Amérique centrale. Voilà. Les Antilles, les différentes îles, Cuba, la Jamaïque, les Barbades, Sainte-Lucie, etc. Et puis, un petit peu plus loin, le Brésil et les autres pays. Oui, mais même là, où ils se pensaient en sécurité, l'Inquisition va arriver assez rapidement. Au XVIe et XVIIe siècle, des milliers de conversos vont être arrêtés, qui avaient émigré vers ces régions,
arrêtés, torturés, jugés, leurs biens spoliés, ils sont fouettés et finalement brûlés ou pendus ou réduits aux travaux forcés dans les mines de sel du Venezuela. Ça se passe au Pérou et au Mexique. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les inquisiteurs du Nouveau Monde sont des gens extrêmement méticuleux. Et grâce à tous les procès-verbaux qu'ils ont écrits, des différents procès qu'ils ont faits à ces pauvres conversos, on a une description très détaillée de la vie secrète des conversos du Nouveau Monde, qui changeaient plusieurs fois d'identité, d'état civil, de personnalité, parfois même de religion, pour arriver à échapper aux foudres et aux griffes de l'Inquisition. Mais on apprend aussi qu'ils se retrouvaient régulièrement en cachette. À ce moment-là, quand ils étaient entre eux, ils reprenaient leur nom hébreu et étudiaient ensemble la Torah. Ça se passe au Nouveau Monde. Nous sommes au XVIe siècle. Et ça va durer comme ça 200 ans. Pendant 2 siècles, de génération en génération, ces conversos partis sur les bateaux de Christophe Colomb et plus tard par d'autres moyens vont maintenir leur attachement au judaïsme en cachette et resteront vraiment juifs dans l'âme. Il n'y a pas une province dans le Nouveau Monde sans sa colonie marane, partout. Alors ils se reconnaissaient entre eux et très vite, ils vont dominer le négoce dans toute la région. Et au XVIe siècle, la superficie du monde ayant doublé, le commerce international s'étend et ces juifs, conversos, vont tisser des réseaux qui couvrent l'ensemble du monde connu où il y a à l'époque du commerce. À Lima, au Pérou, l'Inquisition rapporte que, je cite, « la cité ploie sous les Juifs. Tout est entre leurs mains, tissus, diamants, cumin, perles, et les plus vilains noirs de Guinée. » Parce que, oui, c'est vrai, il y avait aussi un trafic d'esclaves qui n'était pas l'apanage des Juifs, mais ils en ont fait aussi. À Potosí, en Bolivie, l'Inquisition se plaint que le commerce des métaux précieux soit tenu par les crypto-juifs. Alors, l'Inquisition dit crypto-juifs, maranes, conversos, tout ce que vous voulez. Encore faut-il le prouver. Alors, on a les moyens, on a la torture, mais ça ne va pas très vite, les enquêtes de l'Inquisition, ça prend un certain temps. À Port-Royal, en Jamaïque, là, on commence à parler d'un pays intéressant. Un repère de boucaniers et de pirates, les marchands anglais protestent contre, je cite, « les descendants de ceux qui ont crucifié notre Sauveur et nous excluent du commerce ». Tout ça, nous sommes au XVIe siècle. Et alors, les Juifs des deux côtés de l'Atlantique, qu'on a des conversos dans le Nouveau Monde et les conversos au Portugal ou en Espagne, forment une tribu d'excellents commerçants, d'excellents exportateurs de commerce maritime, de commerce international. En plus, ils sont soudés par un héritage commun, par une langue commune et surtout par une haine commune de l'Espagne. Ça, c'est la bête noire, l'Espagne. Alors, évidemment, naturellement, les Juifs, les conversos du Nouveau Monde vont avoir comme correspondants les conversos d'Espagne ou du Portugal. Et puis alors, autre métier, les Juifs vont se spécialiser dans la piraterie qui est très, très lucrative. Alors, il faut quand même se dire qu'il n'y a pas vraiment un problème moral là-dedans, faire de la piraterie, parce que c'était normal à cette époque, et il était tout à fait classique, ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'une nation civilisée, entre guillemets, commissionne un capitaine de bateau ou une équipe de corsaires pour piller les navires ennemis et remettre une partie du butin au commanditaire, l'autre partie étant pour le corsaire, le commandant, et ses matelots. Alors, les Juifs ne sont pas toujours autorisés à attaquer les bateaux, ils le sont même plutôt jamais. Mais ça ne leur pose vraiment pas grand problème. Et il y a quelque chose d'absolument fabuleux
vous allez tous faire tout de suite le rapprochement avec ce qui se passe aujourd'hui. Ils ont une correspondance qui est codée, de façon à ce que les concurrents ne comprennent pas leurs échanges de courriers avec leurs correspondants en Espagne ou au Portugal. Et leur correspondance codée montre qu'ils étaient mieux et beaucoup plus tôt renseignés que quelque autre pays ou que quelque autre équipage sur quel bateau allait appareiller, vers où, quand, avec quelle cargaison, et quel bien également le capitaine cachait dans sa cabine. Ils sont parfaitement informés par leur réseau, évidemment. Donc, ils savent avant tout le monde qu'est-ce qui est sur la mer, qu'est-ce qui navigue, qu'est-ce qu'il est intéressant d'attaquer ou pas. Alors, ces commerçants juifs sont les cerveaux de beaucoup d'opérations de piraterie. Ils financent, ils conseillent ces forces armées des Caraïbes. Et sous leur férule, eh bien, des équipages. Alors, des équipages, ce sont des pirates, hein, ce n'est pas des enfants de cœur. C'est vraiment des laissés pour compte de toutes les nations du monde connu, du monde notamment européen. Leurs équipages faits de briques et de broc deviendront les pirates les plus redoutés de tout l'Empire espagnol. Donc voilà le système. Ce n'est pas forcément les Juifs qui vont aller attaquer sur les bateaux, mais ils financent, ils conçoivent, ils ont les renseignements. Et après, ils envoient des équipes qui sont évidemment très bien payées pour attaquer les bateaux exclusivement espagnols, je vous le rappelle. Et puis, au début du XVIIe siècle, le vent tourne, tout à coup. Des chrétiens concurrents ont envie de s'approprier une part de ces richesses, évidemment, c'est toujours la même histoire, et ils cherchent à mener les conversos devant l'Inquisition. C'est le moyen de s'en débarrasser. On va les accuser, on va faire pratiquer la délation et dire, voilà, ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des conversos. Et de cette façon-là, dès 1620, je vous rappelle, 1620, on est grosso modo 120 ans après l'expulsion des Juifs d'Espagne. Les marins du Nouveau Monde vont conspirer, véritablement conspirer, avec la Hollande et l'Angleterre pour s'emparer d'une nouvelle colonie, une terre où ils seraient chez eux. En Angleterre, c'est l'époque de Cromwell. Je vous rappelle qu'à l'époque de Cromwell, c'est une république, l'Angleterre, et que c'est Cromwell qui a permis, en rencontrant Menaché Ben Israël, le rabbin Menaché Ben Israël d'Amsterdam, il a permis aux Juifs de revenir s'installer en Angleterre. Et les Juifs conseillent à Cromwell de viser la Jamaïque, ce que je vous ai montré tout à l'heure sur la carte. Et les Juifs n'hésiteront absolument pas un instant à aider ces ennemis de l'Espagne que sont l'Angleterre et même par moments la France. Les Juifs ont été expulsés d'Angleterre en 1290, ça vous le savez. De France en 1394, 100 ans plus tard, et d'Espagne 100 ans plus tard, en 1492. Ces deux nations, la France, l'Angleterre, plus la Hollande, vont coloniser 12 petites îles inhabitées des Caraïbes. Je vous ai montré, il y a un chapelet de petites îles. D'ailleurs, aujourd'hui encore, je ne les connais pas toutes, hein. La Guadeloupe, c'est français, la Martinique, c'est français, Saint-Martin, c'est anglais, Saint-Barth, c'est français, etc., etc. Il y a encore des possessions coloniales des pays européens depuis l'époque. Donc, ils vont coloniser une douzaine de petites îles inhabitées des Caraïbes entre 1624 et 1635. Et ils vont faire savoir aux Juifs qu'ils sont les bienvenus dans ces îles, considérant que leur expérience et surtout leurs réseaux commerciaux sont essentiels et indispensables à la réussite de la colonisation de toutes ces petites îles. Voilà l'idée. On s'associe avec les Hollandais et les Anglais pour foutre les Espagnols à la porte. La première colonie juive qui est retournée officiellement au judaïsme, donc communauté de conversos, retournée au judaïsme, a été la communauté du Brésil en 1624.
1624. Les Hollandais reprennent Bahia, capitale du Brésil. Ils la conquièrent sur les Portugais, aidés par les conversos locaux, évidemment. Alors, ces conversos locaux ne sont pas très nombreux, mais très efficaces. Ils sont environ 200 personnes. 200, pas un grand chiffre. Oui, mais 200 personnes avec des réseaux, avec des moyens et avec une volonté farouche. Et ces 200 juifs craignent par-dessus tout l'arrivée de l'Inquisition. Donc, ils ont tout intérêt à aider les Hollandais. Manque de peau, un an après, Philippe IV d'Espagne envoie une armée de 12 000 hommes, c'est beaucoup, 12 000 hommes, au Brésil, et ces 12 000 hommes vont chasser provisoirement les Hollandais. Un rapport de l'Inquisition de l'époque accuse les Juifs d'avoir appelé la Hollande à les libérer, proposant de partager le coût de l'opération. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir quand même que les Juifs avaient des moyens vraiment importants, parce qu'armer des bateaux et une armée, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, ils en avaient les moyens. Et voilà ce qu'écrit l'Inquisition, je cite. « Après avoir sucé le lait de leur mère, l'Église », c'est quand même un sacré culot, hein. Après avoir sucé le lait de leur mère, l'Église, ces hérétiques déclarèrent leur foi dès l'arrivée des Hollandais. C'est quand même très culotté. Alors, quelques années plus tard, en 1630, les Hollandais reviennent, envahissent le Brésil par le nord et prennent Recife. Recife, où il y a une communauté juive officielle depuis 25 ans. Recife, c'est un port sur l'Atlantique au Brésil. Cette communauté, elle a un nom et on a beaucoup de détails sur cette communauté. C'est la communauté de Tsour Israël, rocher d'Israël, donc vraiment la référence, elle est là. Ils vivent du commerce du sucre et de la piraterie, évidemment. On sait que leurs membres payent 3% d'impôts sur leur fortune à la communauté et Recife devient, grâce à eux, le port le plus riche du Nouveau Monde après le port de la Havane. Recife. Les Juifs ont un très haut niveau de vie à l'époque dans cette ville, et à tel point que des rabbins sont obligés d'intervenir parce que ces Juifs en prennent un petit peu à leur aise. Alors déjà, les rabbins leur ont interdit leur passe-temps favori. C'est quoi le passe-temps favori des Juifs de Recife? Eh bien, le vendredi après-midi, ils jouent aux cartes. Et ils sont tellement pris par leur jeu de cartes qu'ils oublient de venir à la synagogue pour la tfila de Shabbat. Donc, on leur interdit de jouer aux cartes. Par contre, il y a des sanctions très sévères. Ça, c'est un peu humoristique, là. Mais il y a des sanctions très sévères qui sont prises contre, alors écoutez, ça, c'est très intéressant, contre ceux des Juifs qui amènent une femme chrétienne au mikvé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ah, en fait, il ne s'agit pas du tout de convertir des femmes chrétiennes comme ça en les trempant au mikvé. Ça passe par un rabbin, c'est possible. Même à l'époque, difficilement, mais c'est possible. Non, il n'y a pas de bain, il n'y a rien. Le mikvé, c'est une baignoire. Donc, ils amènent leurs copines ou leurs servantes ou je ne sais pas qui se baigner au mikvé. Alors là, les sanctions pleuvent, elles sont très sévères. Et donc, ces dévoiements cessent. Voilà. Alors, la situation des Juifs au Brésil est tout à fait unique. Le commerce des conversos est implanté depuis longtemps déjà au Pérou et au Mexique, et là-bas, ils auront une fin tragique. Au Brésil, ça se passe bien. On a vu, ça tient le coup, les Hollandais sont là, mais au Mexique, au Pérou, c'est pas du tout ça. Le vent tourne complètement au début du XVIIe siècle, au Mexique et au Pérou. En 1638, des centaines de Juifs péruviens seront arrêtés, accusés de haute trahison. Les leaders seront accusés, en plus de judaïser et de vouloir brûler le port de Lima. Et conclusion, s'ils veulent brûler le port de Lima, c'est qu'ils veulent aider à l'invasion hollandaise. Ce sont donc des traîtres de très haut niveau
et ils seront tous brûlés vifs. Ça, c'est au Pérou. En 1640, les conversos du Mexique sont eux également accusés de conspirer contre l'Inquisition. Et en 10 ans, c'est pas beaucoup, toute la communauté juive de la région sera exterminée dans une suite de procès et d'autodafés. Les biens des Juifs, parce que c'est ça l'intérêt de l'opération, sont répartis entre les bons chrétiens et l'Inquisition. Évidemment, il y a aussi une partie qui est réservée à la couronne. Il s'agit des biens. Quant aux propriétés foncières, les maisons ou les terrains, eux, ils sont distribués aux vieux chrétiens, les vrais, les purs. Alors, en 1654, une vingtaine d'années plus tard, les Portugais reprennent les récifs. Ça, c'est ennuyeux pour les Juifs. Et c'est vraiment ennuyeux parce qu'en 24 heures, la seule communauté juive légale d'Amérique du Sud n'est plus. 24 heures. Les Juifs ont reçu un délai de 3 mois pour quitter le pays sous peine d'être livrés à l'Inquisition. Donc la communauté plonge dans la clandestinité immédiatement, 24 heures. Et ils vont tâcher de s'enfuir, évidemment. Alors, quitter le pays ou être livré à l'Inquisition, c'est un drôle de choix, pas très sympathique. Alors, vu ce qui se passe au Pérou et au Mexique, les Juifs de Sour Israël, au Brésil, sont convaincus que là, ce coup-ci, il faut partir. Regardez, c'est très intéressant. Ça va mal pour les Juifs quelque part, les Juifs ailleurs se disent « maintenant, il faut partir ». Je crois que notre génération a besoin de se rappeler les leçons de l'histoire et savoir quand il est temps de partir. Je ne parle pas pour nous ici. Nous, on est arrivés. Mais nous avons beaucoup de nos amis en diaspora qui devraient vraiment réfléchir. Bon, c'était un aparté. Donc, ces Juifs de Tsour Israël vont partir. Ils vont partir à bord de 16 bateaux. 16. Et 15 de ces bateaux vont arriver aux Pays-Bas, en Hollande. Je rappelle que la Hollande est une terre d'accueil pour les Juifs, il n'y a pas de problème. 1650, milieu du XVIIe siècle. Et puis il y en a un seul, qui était parti vers le nord. Il voulait se rendre à la Nouvelle-Amsterdam. Nouvelle-Amsterdam, je ne serai évidemment pas amené à en parler plus tard, la Nouvelle-Amsterdam, c'est New York, tout simplement. Pourquoi Nouvelle-Amsterdam? Parce que c'est propriété de la Hollande. Donc, il voulait se rendre à la Nouvelle-Amsterdam. Ce bateau s'appelle le Falcon. Seulement, manque de chance, il est pris dans une tempête, et cette tempête le ramène progressivement vers les eaux territoriales ennemies de Jamaïque. La Jamaïque est sous autorité espagnole. Et les gens à bord du bateau sont arrêtés par les Castillans lorsqu'ils arrivent en Jamaïque. Alors, à l'époque, vivait en Jamaïque une communauté conversos qu'on appelait les Portugais. Les Portugais. Ah, c'est facile de comprendre pourquoi. Mais ils sont tout à fait effacés, ils sont noyés, ils sont conversos, pas de problème. Ils vivent du négoce. Ah, depuis quand ils sont dans cette Jamaïque? Depuis que le fils de Christophe Colomb, on remonte en arrière là, 1400, 1505, 10 par là, avait pris possession de l'île en 1510, et cette famille de Christophe Colomb avait tenu l'Inquisition à distance. Comment est-ce que la famille de Christophe Colomb tient l'Inquisition à distance? C'est une autre histoire que je vous raconterai peut-être plus ce soir. Mais voilà, cette île de la Jamaïque, il y a des Juifs, conversos, cachés, il n'y a pas de problème, et il n'y a pas d'inquisition. Voilà. Seulement, il y a des Espagnols là-bas, des Portugais. Et dès qu'ils découvrent l'identité des gens sur le Falcon, sur ce bateau, qui sont des Juifs, alors les dirigeants de l'île, qui voudraient bien se débarrasser de la famille Colomb, parce qu'elle les embête, elle les empêche de faire tout ce qu'ils veulent, et elle les empêche surtout d'appeler l'Inquisition, ils vont tenter de se débarrasser de tous les conversos de la Jamaïque. Ils profitent
des hérétiques suspects du bateau pour faire venir l'Inquisition depuis la Colombie. Ah oui, mais alors là, les conversos qui étaient installés en Jamaïque, ils ne vont pas se laisser faire. N'oubliez pas, ce sont beaucoup d'entre eux, ce sont des pirates, ou ils arment des pirates. Ce n'est pas des enfants de cœur, hein, ce sont des aventuriers, ce sont des gens qui se sont endurcis par la dureté des temps et ils ne vont pas se laisser faire. Parce que ils ont peur que l'enquête qu'on va mener, que l'Inquisition va mener sur les nouveaux arrivants, va déboucher sur eux-mêmes et les mettre en danger. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les Portugais, qu'on appelle les Portugais, donc ces Juifs conversos, vont écrire à un proche de Cromwell pour lui demander d'intervenir et dire que l'île serait très facilement conquise, vous verrez. Et d'ailleurs, on va vous aider. Et alors, il y a un pilote anglais, juif, qui est installé, lui, à Nevis. Nevis, c'est encore une de ces petites îles de la chaîne des Açores. Il affrète 36 navires anglais pour attaquer la Jamaïque. Et sur place, en nous rejoignant notre histoire du début, où j'ai dit que les Anglais sont arrivés en disant mais il n'y a personne sur cette île, il n'y avait que des conversos, un groupe de juifs cachés. Voilà, c'est notre histoire qui revient. Sur place, il signe un traité de paix avec 2 conversos, donc de ces Portugais, ce groupe dit portugais. L'île est cédée à l'Angleterre sans combattre, et dans le même traité est fixée la date de départ des conquistadors espagnols et invitation est faite aux Juifs portugais, le groupe des Portugais, de demander sur l'île, de demeurer sur l'île à visage découvert. Voilà. Alors, je crois que je vais m'arrêter là, parce qu'on va attaquer un nouveau chapitre après, sur cette Jamaïque qui devient un repère de boucaniers et de marchands juifs. Maintenant, si vous avez des questions, je suis à votre... on avait déjà écouté une conférence sur les pirates juifs par Ariel Assaf qui était extrêmement intéressante. C'est un peu la même chose, sauf que j'irai beaucoup plus dans les détails. D'où je tiens ce que je sais pour l'essentiel d'un livre d'un monsieur Kritzer, mais il y a également une description des pirates juifs des Caraïbes dans le livre d'histoire de Gretz. Dubnov n'en parle pas, par contre. Voilà, puis il y a quelques trucs à droite à gauche qu'on peut piocher. Donc voilà un petit peu ce que je vais vous raconter. Ça va nous prendre encore quelques cours quand même. Bonsoir Georges. Voilà, des questions? Ouais, pas une question, un complément d'information. Avec plaisir. Sur le summum de l'antisémitisme espagnol et européen, c'est de faire croire que Torquemada était un fils de converso. Oui, oui, absolument. Donc, donc ce seraient les Juifs eux-mêmes qui seraient les pires des hommes. Oui, tout à fait, Alex, mais c'est absolument pas retenu. Hein. Historiquement, c'est absolument pas retenu. Bien sûr, c'est pas retenu. Mais ils ont tenté de le faire, effectivement. Oui, 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 tout à fait. Merci pour ton intervention. Je voudrais poser une question. Oui. Pourquoi le pape quel était l'intérêt du pape d'être contre l'Inquisition? Ah, ben ça, c'est une très bonne question. Alors, pourquoi? Parce que le pape lui-même se méfiait de l'Inquisition. L'Inquisition, c'était des gens qui échappaient à tout contrôle. Ils avaient leur chapitre à eux, ils n'obéissaient à personne et à rien, et ils échappaient complètement au contrôle du pape. Et c'est pour ça que le pape n'est pas favorable du tout à l'installation de l'Inquisition en Espagne, d'autant plus qu'il s'agissait de l'installer sous l'autorité royale, c'est-à-dire que le pape n'avait plus rien à dire là-dedans. C'est une histoire très intéressante. À l'intérieur de l'Église, le pape lui-même a de gros problèmes avec l'Inquisition, même si c'est Rome qui a suscité le mouvement de l'Inquisition. Mais après, ils ont complètement échappé au contrôle du pape. Et ça, c'est une très bonne question, c'est très intéressant comme histoire. J'ai répondu à peu près? Ah ben, je ne sais pas.
Bon, j'espère que, je ne sais pas qui c'est. J'espère que la dame était contente de la réponse. Voilà, d'autres questions? Il y avait deux choses sur le chat. Ah, sur le chat? Ça, c'est Philippe. Voilà. La population en Espagne, à la fin du XVe siècle, était de 8,5 millions d'habitants et les Juifs représentaient donc 8% de la population, qui est un pourcentage important. Et on me dit également qu'il y a une exposition sur la diaspora juive portugaise à Strasbourg, au Palais universitaire jusqu'au 22 avril. Merci, Paula. Et ceux qui vont se promener à Strasbourg, profitez-en. Je téléphone à... Voilà. Pas d'autres questions? Bon. Merci beaucoup, c'était vraiment formidable. Alors, on va se retrouver, on va revenir au lundi, hein, normalement, pas lundi prochain, le lundi d'après. תודה רבה. Avec plaisir, avec plaisir. תודה רבה. Merci à vous pour votre patience. זה מעניין. מרתק. Merci beaucoup. Alors, à tout bientôt. תודה רבה. Excusez-moi, moi j'ai une petite question et j'arrivais pas à avoir le micro tout à l'heure. Et les Rastas, enfin le rastafarianisme qui pense que bon, leur Dieu est noir, enfin tout à fait, enfin le mélange avec le judaïsme, ça provient de tout ce mélange de l'époque ou pas? J'ai pas compris le début de votre phrase. La philosophie des Rastas, le rastafarianisme qui prétend que bon, Jéhovah est juif, etc. Est-ce que ça vient de toutes ces histoires de Conversos, Maranos et tout ou pas? Je ne sais pas. Là, ça, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas. D'accord, merci Je ne sais beaucoup. pas. Désolé, j'ai tâché de trouver une C'est pas réponse. grave. Mais là, C'est pas grave. je ne peux pas vous répondre. C'est pas grave. J'y ai pensé. Merci Oui. beaucoup. Ce que je voudrais encore, c'est vous souhaiter quand même à tout le monde Yom Ha'atzmaut Sameach. Toda Rabba, merci beaucoup. Ardout. גם לך. Merci. Il n'est pas là, Johan, ben, je ne sais pas s'il est là. Voilà. Merci à vous. Merci Excellent. pour l'information, Paula Goldenberg, sur l'exposition à Strasbourg. Bon, il y a notre chef qui n'est pas là. Donc, il est notre chef. Johan, il faudrait qu'il soit quand même là. Mais passez au prochain jour de Rav Gross. Oui, d'accord. Il faut qu'il arrête là. נכון. Sinon, moi, je continue. Hein. Il y a de quoi raconter encore. Tu peux quitter. Bon, je ne sais pas ce qui se passe, mais je crois que je vais vous libérer. On va se libérer chacun, mutuellement. Je vous souhaite encore une bonne soirée et ben, à bientôt. Ce coup-ci, ce sera plus court, ce sera 1 semaine et demie.